Monsieur Branch, quel est l'état d'esprit des gens à l'égard de la campagne électorale? C'est l'indifférence, presque l'ennui et le dégoût. On n'a pas le sentiment que l'un ou l'autre des candidats soit un homme d'État. Ce sont fondamentalement des politiciens et les gens en ont assez de cela. Avez-vous l'impression que ces candidats soient sincères quand ils parlent de quelque chose? Je pense qu'ils sont sincères en disant qu'ils veulent être présidents. Mais voyez-vous, ce pays est presque trop démocratique. Je veux dire que les électeurs sont tellement réceptifs à chaque aspect de la personnalité et de la manière d'être d'un candidat que celui-ci commence à faire des pirouettes, à se présenter exactement selon la manière dont il pense que les gens l'apprécieront. Voyez-vous, nous avons deux nouvelles industries qui reposent là-dessus. La première, ce sont les sondages, pour voir exactement comment les gens réagissent. Et la seconde, ce sont les relations publiques qui reçoivent cette information et décident sur quel aspect de la personnalité du candidat on mettra l'accent. Ainsi maintenant, Ford veut être présidentiel. Le fait de paraître présidentiel est devenu pour lui presque plus important que de prendre des décisions correctes. Et tout cela nous arrive par le biais de la télévision, directement dans notre salle de séjour. Et nous y réagissons très fortement. Mr. President, I'd like to know, what has your biggest accomplishment been since you've been in office? In the broadest sense, I would say the healing of America. When I became president, there were many, many people who didn't like one another, who were confronting one another. It was a very difficult time. We had difficulties on university campuses. There was a bad mood in the country. Today, everybody has a different attitude. They're all feeling good about one another, whether they agree with them or not. And that healing process has been, I think, one of the big accomplishments of this administration. If you have people working together and feeling good about one another, then you can work on the other problems. A kind and decent man who's making us proud again. President Ford. La Californie, une opinion publique très indécise, ballottée entre deux candidats à la présidence dont aucun ne représente un véritable choix. This man is a farmer. He is also an engineer, a father, a Sunday school teacher, and a former governor. This man is Jimmy Carter, an uncommon man. Jimmy Carter knows that it was working people who built America. He knows because he is a working man himself. I'll never tell a lie. I'll never make a misleading statement. I'll never betray the confidence that any of you has in me. And I will never avoid a controversial issue. I won't be any better president than I am a candidate. Watch the television, listen to the radio. If you ever see me do any of those things, don't support me, because I would not be worthy to be the president of this country. But I don't intend to do any of those things, because my faith and my confidence and my support and my criticism and my advice comes from people like you, who don't want anything selfish out of government and want to see us once again have a nation that's as good and honest and decent and truthful and competent and compassionate and is filled with love as are the American people.
La Californie, 45 voix sur 270 au collège électoral. Le gros lot à emporter pour Gerald Ford ou Jimmy Carter dans une élection très serrée où chaque voix compte, mais où aucun vote n'est acquis. Jimmy Carter en campagne chez les démocrates de Californie du Sud. Cette année, plus encore qu'auparavant, chacun des candidats doit consolider les soutiens au sein de son propre camp avant de chercher à capter les votes des indépendants. Dans une Amérique encore sous le coup du Vietnam, du Watergate, de la crise économique, Jimmy Carter, le nouveau venu, essaye de capitaliser à son profit le courant populaire contre le gouvernement de Washington. Nous n'avons pas de véritable leader à Washington. Notre peuple a été blessé. Nous avons été déçus, trompés. Nous avons été mis à l'écart de notre gouvernement. Nous avons été embarrassés par lui et parfois même il nous a fait honte. Mais cela va changer après l'élection de novembre. Ce ne sera pas facile, comme Jerry Brown l'a dit. C'est difficile pour un outsider comme moi de vaincre un président en exercice qui a un parti uni derrière lui. Mais trop de gens ont souffert dans ce pays de l'absence d'un leader à la Maison-Blanche. Et il faut renverser le courant. Par rapport à il y a 2 ans, nous avons 2,5 millions de chômeurs de plus. Par rapport à il y a 3 mois, nous en avons 500 000 de plus. Si vous avez lu les journaux de ce matin, vous avez vu que nous avons eu la plus grande augmentation du nombre de familles situées en dessous du seuil de pauvreté depuis que ce pays tient des statistiques. Tout cela est incompatible avec mon rêve, mon idée de ce que ce pays est, de ce que ce pays devrait être, de ce que ce pays peut être. Hello, this is Margaret Fabish with Field Research Corporation. We're doing a public opinion survey for the California poll. We're interested in finding people's views on the political scene in California today. But first of all, are you registered to vote in the November election? Cette année, les sondages ont pris peut-être encore plus d'importance que d'habitude pour tenter de percevoir les motivations réelles d'un électorat en perpétuelle évolution. C'est en fonction de tels sondages que les candidats adaptent constamment leur stratégie pour rester au diapason de l'opinion. Une opinion dont Mervyn Field, directeur de l'Institut de sondage, s'attache à détecter tous les méandres. Un sondage, comme il s'en fait des dizaines tout au long de la campagne, auprès d'un certain nombre de personnes, censé incarner l'Américain moyen. Avez-vous plus ou moins d'intérêt pour cette élection que pour les précédentes? Sans doute un peu moins. Voici une liste des candidats à l'élection présidentielle en présence le 2 novembre. Si vous deviez voter aujourd'hui, qui choisiriez-vous? B. Jimmy Carter. Avez-vous plus ou moins d'intérêt pour cette prochaine élection que pour les précédentes? Bien moins. Êtes-vous inscrite pour voter le 2 novembre? Oui. Comme républicaine ou démocrate? Démocrate. Si vous deviez voter aujourd'hui, qui choisiriez-vous? Républicain. For the presidential nomination, did you vote for Jerry Brown, Jimmy Carter, Frank Church, Morris Undall, George Wallace, or some other candidate? Jerry Brown. Jerry Brown. J'ai le sentiment que les gens ne sont pas aussi intéressés par cette élection qu'ils l'ont été par les précédentes.
Et ceux qui sont moins intéressés disent que c'est parce qu'aucun des deux candidats ne représente leur choix. Ou comme quelqu'un me le disait hier, c'est entre la peste et le choléra. Il n'avait aucune préférence pour aucun des deux candidats. Tout d'abord, ni le président Ford ni son concurrent Jimmy Carter ne captivent l'opinion. Les gens éprouvent des réticences à l'égard des deux candidats. Aucun ne suscite cette sorte d'enthousiasme qu'il y a normalement dans une élection. Vous avez aussi une situation dans laquelle l'opinion américaine se désintéresse du processus politique. Moins de gens s'inscrivent pour voter, il y a moins de participation. Les gens ressentent une perte de confiance envers le gouvernement en tant qu'institution. Les moyens d'information cette année jouent un rôle énorme quant à la manière dont les gens font leur choix entre les candidats. Les gens regardent la télévision parce qu'ils ne connaissent pas bien Jimmy Carter. Il y a un an, seulement 5% de l'opinion avait entendu parler de lui. Et même pour le président Ford. Il y a 3 ans, c'était un obscur député de Grand Rapids, dans le Michigan. On l'a vu émerger ces 2 ou 3 dernières années, après avoir été désigné comme vice-président. Aussi, les gens éprouvent un fort désir de connaître les candidats et ils se fient à la TV. Ils ont le sentiment que s'ils peuvent voir le candidat répondre aux questions, voir s'il est évasif, s'il paraît honnête, alors ils pourront le connaître. Now, for the presidential nomination, did you vote for Jerry Brown, Jimmy Carter, Frank Church, Morris Udall, George Wallace, or for some other candidate? Are you that you will vote? Are you absolutely certain, fairly certain, or not certain? For president in November. Suppose the election for president were being held today. Who do you think you would vote for? This is News Special Report. Campaign 76. I can't believe it. Well, I can't believe that they'd interrupted, but it's already interrupted. Face au sentiment selon lequel les deux candidats ne représentent pas une réelle alternative, les 3 débats organisés entre eux à la télévision devaient marquer un tournant dans la campagne. Attendu avec impatience, le premier débat sur les problèmes économiques était considéré comme le plus important. Nous l'avons suivi en compagnie de 2 couples assez représentatifs d'une certaine bourgeoisie libérale américaine. Nous avons besoin d'un gouvernement sensible aux besoins des gens, aux besoins des pauvres, de ceux qui ne bénéficient pas de soins médicaux adéquats, qui ont été trop longtemps roulés par notre système fiscal, qui sont en chômage, dont les familles sont bouleversées. Et nous devons restaurer la foi et la confiance du peuple américain envers son propre gouvernement. Pour Jimmy Carter, il s'agissait de montrer une réelle connaissance des affaires de l'État, d'apporter la preuve qu'il était clair et précis sur les problèmes, qu'il était l'homme qui saurait le mieux répondre aux aspirations de l'opinion. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions, mais j'ai confiance dans mon pays. Notre puissance économique est toujours là. En dépit du Vietnam, du Cambodge, de la CIA, du Watergate, notre système politique est toujours le meilleur qui soit. In the first century of our nation's history, our forefathers gave us the finest form of government in the history of mankind. Pour Gerald Ford, le but était de montrer qu'il était vraiment le président aux commandes du pays, avec l'expérience et la connaissance des dossiers nécessaires. Mais il s'agissait aussi pour lui de faire la preuve qu'il avait une vision globale de l'avenir et du destin de ce pays. For all our 215 million Americans today and all that join us. Au cours de ces dernières années, le gouvernement est devenu sans cesse plus énorme. L'industrie est devenue toujours plus forte, les syndicats toujours plus grands, et nos enfants ont été les victimes d'un système d'éducation de masse. Nous devons faire du siècle à venir de notre histoire le siècle de l'individu. Est-ce que vous avez l'impression que le débat a changé quelque chose dans votre décision?
Bien, on disait ça en anglais avant, que vraiment, on a l'impression que les gens qui étaient pour Carter sont toujours pour Carter. Les gens qui sont pour Ford, maintenant, sont toujours à son côté. C'était plus ou moins le résultat des derniers débats dans le temps de Kennedy et Nixon. Est-ce qu'en fait, votre décision, elle va se faire sur les problèmes dont ils ont parlé ou bien sur les gens en présence, sur Carter et sur Ford? Moi, probablement plutôt sur les gens comme ils se présentent, comme vous dites, et pas sur les problèmes. Parce que toujours dans les campagnes électorales, les candidats disent des choses qui... où ils posent des campagnes, des programmes et tout ça, qu'ils ne suivent pas après. Donc, on ne peut pas les croire, même s'ils disent des choses qu'on trouve sympathiques maintenant, parce que les gens changent. Kennedy a fait ça, Johnson a fait ça, Nixon a fait ça. Tous les candidats font ça, parce que on n'est pas obligé de suivre les programmes dont on parle pendant la campagne électorale. Ça, c'est parfois une faute du système américain, de la politique. Alors, c'est l'apparence des candidats qui va compter. Oui, justement. Dans cette élection, c'est l'apparence. Well, I would say, one thing that strikes me is I wonder, Une chose me frappe. Les différences réelles entre les deux candidats sont apparues dans leur déclaration finale. Carter a été alors plus personnel, faisant appel au côté moral. Mais combien de gens avaient déjà éteint leur poste et n'ont donc pas pu profiter de ce qui pourrait bien être la partie décisive du débat? En ce qui me concerne personnellement, je ne laisserai rien de ce qui s'est passé ce soir m'influencer dans mon choix final. Je reste toujours aussi indécis. Dès la fin du débat, experts et journalistes de la télévision locale étaient au travail pour tenter d'évaluer l'impact de ces 90 minutes de monologues superposés. Allez-vous regarder les autres débats? Non. I'm a Democrat. Okay, thank you. Are you going to watch the other debate? Allez-vous regarder les autres débats? Je ne vais pas perdre mon temps. Avez-vous regardé le débat l'autre soir? Non, j'étais occupée. Cela ne vous intéressait pas du tout? Non, je ne suis vraiment pas intéressée. Deux autres débats devaient suivre. Alors que Ford avait pris l'avantage sur les problèmes économiques, Jimmy Carter marquait nettement des points au cours du débat sur la politique étrangère. Mais tout cela n'aura pas eu l'impact que certains avaient prévu. Tonight on Newsroom, George Dushek hears Patricia Hearst sentenced to 7 years in prison. Roland Post and Pamela Young sample Bay Area reaction to the first presidential debate. And Jim Benet reports why one East Bay city is able to put through successful development projects. Now for Newsroom, here is Roland Post. Je suis allé à l'Université de Californie discuter avec deux professeurs de sciences politiques, Nelson Polspi et Aaron Woldowski. Une des choses les plus significatives que l'on ait dites sur cette élection est qu'il est très possible que seulement 50% des électeurs potentiels iront voter, ou même moins. À moins que quelque chose ne survienne qui donne un peu d'intérêt à la campagne pour secouer les gens, les sortir de leur apathie, pour les insérer dans le processus politique. Pensez-vous que les débats puissent réussir une telle chose? Sans doute pas. Rappelez-vous les débats entre Kennedy et Nixon, surtout le premier. Nixon avait l'air sinistre. Il ne se sentait pas bien. Son maquillage était mauvais. Et apparemment, tout cela n'a changé qu'1% de l'opinion. About that debate. So the amount of leeway, there just isn't that much leeway to change people's minds, to act. Il n'y a pas tant de moyens pour changer l'opinion des gens, pour les dynamiser, pour donner aux gens le sentiment que cela est important, que cela veut dire quelque chose. Je crois qu'on a trop misé sur les débats.
Et il y a aussi le fait que les candidats eux-mêmes et la campagne en général semblent incapables de trouver quelque chose qui puisse enthousiasmer qui que ce soit à propos de quoi que ce soit. You have a choice in November. Register to vote so you can use it. Register so you can vote yes on Prop 14, help Cesar Chavez and the farm workers. 2 minutes to register to vote, right here. 2 minutes to fill out the easy form, no confidential questions. You only get to vote for a president every 4 years, so register right here. Aux États-Unis, tout électeur doit s'inscrire à l'avance s'il compte aller voter. Indifférence pour les candidats, désintérêt pour le processus politique. Cette année, les électeurs sont moins nombreux à s'inscrire. La classe ouvrière, après bien des hésitations, s'est ralliée à Jimmy Carter. Mais la tentation de l'absentéisme y est aussi forte que dans d'autres secteurs de l'opinion. Même s'il est acquis, le soutien est loin d'être enthousiaste. En tant qu'ouvrier, pensez-vous que les candidats puissent faire quelque chose pour vous? Oui, je le crois. Vous avez déjà choisi? Oui, pour Carter, démocrate. Pourquoi? J'ai toujours été démocrate. Quels sont vos principaux problèmes? Comme tout le monde, un tas de gens en chômage, la hausse du coût de la vie, et tout qui grimpe, tout, sauf les salaires. C'est pour cela que vous voterez pour Carter? Oui. Vous pensez qu'il peut résoudre ce genre de problème mieux que Ford? Nous avons besoin d'un changement. Ces ouvriers représentent une certaine élite de la classe ouvrière américaine. Ce sont des gens comme eux que nous avons retrouvés dans la petite ville industrielle de Pittsburgh, en Californie, chez Madame Adams, discutant politique. Actuellement, nous n'avons pas d'hommes exceptionnels. Pourquoi? Ce n'est pas une époque propice pour faire émerger des personnalités. C'est le temps de l'apathie. Du point de vue de l'histoire, il n'y a rien qui se passe dans ce pays. Oui, rien d'excitant. Oui, par exemple, on blâme Ford pour l'inflation, mais l'inflation, elle est partout, et Ford ne dirige pas partout. Oncle Bob, si vous regardez bien, nul ne peut dire que les deux candidats ne veulent pas la même chose. Ils veulent tous deux le plein emploi. Ils veulent arrêter l'inflation, c'est la même chose. C'est juste la manière dont on entend faire ça. En ce qui concerne l'absence d'un homme exceptionnel, c'est qu'il ne se passe rien d'excitant. J'observe la manière dont les députés votent, et c'est pour ça que je connais Ford. Je l'ai observé quand il était député, et comment il votait. Et les choses dans lesquelles je croyais, aider les gens par exemple, il a voté contre à chaque fois. Et chaque fois qu'il y avait une loi pour aider les gens de la classe moyenne, il votait contre, à chaque fois. Aussi, je ne comprends même pas pourquoi Nixon l'a désigné comme vice-président. Mais combien de gens pensent aux problèmes eux-mêmes? Qu'est-ce qui a créé l'atmosphère autour du débat l'autre soir? C'était le maquillage, la hauteur du podium, l'éclairage, l'angle des caméras. L'autre soir, c'était un spectacle, ce n'était pas un débat. Et on l'a organisé probablement parce qu'on savait que 75 des 100 millions de personnes qui l'ont regardé l'autre soir regarderaient celui qui ferait la meilleure impression, celui qui était le plus agréable à entendre, comment les candidats se comportaient, s'ils transpiraient ou non sous les projecteurs, comme Kennedy et Nixon pendant leur débat. Probablement que très peu de gens ont suivi le débat en entier et encore moins ont suivi les questions posées. Qu'attendez-vous d'un chef d'État? Je voudrais qu'il donne du travail à tous ces jeunes gens, qu'on ne les voit plus dans les rues, et aussi qu'il aide les gens dans le besoin, comme j'ai entendu Carter cet après-midi, je crois. À propos de ces gens, il faut leur donner du travail, et s'ils ne font pas le travail, alors plus d'aide. Ils n'auront plus droit à l'assistance publique. L'assistance est en train de nous coûter une fortune.
Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour produire quelque chose, au lieu que les gens restent à la maison à attendre que le chèque de l'assistance arrive? Je voudrais ne plus voir tous ces jeunes désœuvrés dans les rues. Si ce n'est pas malheureux que maintenant on ne puisse plus se promener la nuit dans les rues, les gens ont peur de rentrer chez eux la nuit aux États-Unis. J'ai été à Shanghai, en Chine, et même à 3 heures du matin, je n'ai jamais été importuné dans les rues. Mais je ne peux plus le faire ici ou à San Francisco. C'est devenu trop dangereux. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. The President Ford was in the White House. Bob Schieffer reports. C'était une nouvelle démonstration du vieil axiome politique selon lequel un président en exercice peut agir, tandis qu'un challenger ne peut que proposer. Signature d'une loi pour la protection de l'environnement. Toute la stratégie de Ford consiste à apparaître comme un homme d'État en pleine action, en espérant que les électeurs auront alors scrupule à le déloger. On multiplie donc les actes présidentiels. Tout cela devant accréditer l'idée que le président est au travail et que le peuple américain devrait lui donner une chance de continuer son œuvre. Mais les initiatives prises ces derniers temps ont surtout pour but de coller aux préoccupations de l'électorat telles que les sondages les dessinent. Ce pays n'a pas besoin d'un leader pour signer des lois ou y opposer son veto. Nous avons besoin d'un leader qui sorte ce pays de son apathie et lui donne un but. Un leader peut faire cela. Il a accès à la presse tous les jours, il a les moyens d'information, la radio, la télévision, il peut disposer d'une audience nationale. Kennedy pouvait le faire grâce à son charisme naturel. Il faut intéresser les gens à autre chose que le fait d'appartenir à la classe moyenne, de ramener à la maison leur salaire, payer leurs factures et garder un peu d'argent pour les loisirs. Pour moi, c'est ce qu'un leader peut faire. Et c'est le genre de leader dont nous avons besoin. Quelqu'un qui dirige le pays, quelqu'un sur qui les gens puissent porter leur regard, quelqu'un qui ait une vision de l'avenir. Et non pas quelqu'un qui dira « je signerai les lois, je vais travailler pour vous et laissez-moi faire ». Pensez-vous que Carter ou Ford aient cette sorte de charisme? Non, je ne crois pas que Ford l'ait. Cela ne correspond pas à sa philosophie personnelle. Carter pourrait, je crois. Il a la possibilité de faire quelque chose comme cela. Mais je ne suis pas optimiste. Car je ne crois pas que dans notre système actuel, où l'on se soucie plus du maquillage des candidats, de la couleur de leur costume, de la hauteur du podium, l'on puisse avoir cette sorte de leader. Over 90% of the Republicans voted against paying an adult, man or woman, 25 cents an hour for hard labor. Pour les candidats disséqués par la presse et la TV, le problème est d'accomplir une prestation taillée sur mesure pour chacun des groupes sociaux ou ethniques rencontrés. Experts et conseillers auront déterminé à l'avance quelle corde faire vibrer. So he put forward the idea C'est une dure entreprise pour un outsider comme moi, qui ne fait pas partie de l'establishment de Washington, de vaincre un président en exercice. Mais je n'ai pas peur de la campagne. J'en suis à la hauteur. Mais j'ai besoin de votre aide. Il ne vous suffit pas de me souhaiter seulement bonne chance. Si vous m'aidez, j'aurai la chance avec moi. Et je remplirai vos espérances et je ne vous décevrai jamais comme candidat et comme président. Il est temps d'apporter un changement à Washington. Les gens s'en fichent désormais. Les jeunes étaient politiquement actifs à la fin des années 60, mais c'est fini maintenant. Carter, Ford, cela ne nous intéresse pas, parce que nous n'allons même pas voter. L'apathie prédomine dans les universités. Les jeunes ne vont pas aller voter.
Nous cherchons des solutions individuelles, comment survivre dans ce monde. Nous cherchons à trouver notre place dans le monde. Mais pour ce qui est du système politique ou d'aller voter, nous n'y croyons simplement plus. Que voulez-vous, vous les jeunes étudiants dans ce pays? Que voulez-vous? Yeah, but you're saying, what do you college kids want? It's the same. All right, there's an apathy, and I see the. Il y a une apathie générale. Et je vois cette apathie parce que chaque fois que j'essaie de faire quelque chose dans le secteur de l'école, je suis lié par le système. Vous dites aux gens de s'engager. Vous dites, qu'allez-vous faire? Que pouvons-nous faire à propos de tout cela? Que pouvez-vous faire? Je l'ai dit, s'organiser. S'organiser comment? Les étudiants deviennent exactement ce que la société veut qu'ils deviennent. Ils cherchent un travail, à s'insérer dans la société, gagner de l'argent, avoir une maison, payer les impôts, élever les enfants, pour tout recommencer à nouveau. Ils font exactement ce que la société voulait qu'ils fassent quand ils brûlaient leurs universités, devenir un élément du système. Et maintenant, vous demandez, pourquoi y a-t-il une apathie? Il n'y a pas d'apathie. Il y a le fait que les gens ne sont pas concernés. Ils sont où on voulait qu'ils soient. Ils sont pris dans le système. Ils sont devenus ce que tout le monde leur a dit qu'ils devaient être. Vous devez être heureux, vous devez être content. Cela ne sert à rien de bouleverser quoi que ce soit parce que vous ne pourrez trouver rien de mieux. Les jeunes deviennent exactement ce que le système voulait qu'ils soient. Des contribuables et des citoyens contents. Aujourd'hui, bon nombre de ces citoyens ne sont plus tellement contents. Les problèmes de qualité de la vie, les retombées d'une crise économique loin d'être résorbées, continuent d'affecter leur vie quotidienne. Vote yes on 14, but you can't vote on anything unless you register to vote. Register now. Come on over to the table here on the corner. Face à tous ceux touchés par l'inflation, le chômage, tant Gerald Ford que Jimmy Carter tentent d'apparaître comme l'homme sensible et humain qui saura apporter une solution à leurs problèmes. Mais de tels efforts sont loin de porter leurs fruits, comme en témoignent les réactions recueillies dans ce bureau d'assistance aux chômeurs à San Francisco. Avez-vous le sentiment qu'un candidat particulier peut faire quelque chose pour vous? Non. Aucun de ceux qui sont dans la course. Je pense qu'ils ne le veulent même pas. Pourquoi? C'est un jeu, je ne sais quoi dire. Irez-vous voter le 2 novembre? Peut-être. C'est un choix entre être tué par balle ou par le poison. Si vous votez pour Carter, cela ira plus lentement. Si c'est Ford, cela ira plus vite. Vous pensez que les politiciens disent toujours la même chose et ne font rien? Plus ou moins, oui. Vous pensez que ce sentiment est répandu? Chez tous les gens que je connais, oui. Les statistiques de ces 2 derniers mois indiquent une nette augmentation du chômage, aggravant une inquiétude qui ne peut manquer de peser sur la campagne sans secouer l'apathie générale. À défaut de pouvoir être partout, le candidat délègue aux 4 coins du pays des membres de sa famille, comme ici son fils, chargés d'occuper le terrain. Oh, okay. Pleased to meet you.
Ford, en revanche, a continué de miser sur l'espèce d'aura qui entoure un président en exercice et que répercutent les moyens d'information. Un événement comme la signature du budget de la défense est de ce point de vue une bonne occasion. Après 8 ans de déclin, nous fournissons une réelle augmentation dans les dépenses militaires. Cette loi reflète une nouvelle prise de conscience du fait que ce pays ne peut plus limiter son effort de défense nationale. En signant la loi, le président a mis l'accent sur un des thèmes de la campagne, une défense forte. Les conseillers du président, comme ceux de Carter, ont étudié la manière dont se faisait l'information télévisée. C'est en fonction de cette analyse que l'activité des candidats a été organisée de manière à fournir quotidiennement aux télévisions une matière à diffuser. Les candidats font campagne d'une manière traditionnelle. Ils font ce que l'on attend d'eux. Vous avez bien sûr un président en exercice et traditionnellement, les présidents font campagne depuis la Maison-Blanche et utilisent le poste autant qu'ils le peuvent pour capter l'attention du public. C'est ce que Ford a choisi de faire. Il n'a pas tant fait campagne sur le terrain comme Carter, mais il n'a pas à le faire parce que la Maison-Blanche lui offre une plateforme naturelle et il l'utilise. Il n'y a là rien de nouveau. Johnson l'a fait, Roosevelt aussi, ainsi que Truman. Carter fait campagne d'une manière traditionnelle. Il assiste à des réunions, parle à des groupes, rencontre des gens et essaye de capter l'attention de cette manière. Je pense que la campagne se poursuit d'une manière traditionnelle. Ce n'est peut-être pas très excitant, mais ce n'est pas une imitation. Les candidats ne négligent rien que leurs prédécesseurs auraient fait. Ce n'est que depuis sa nomination comme candidat du Parti républicain il y a 2 mois que Gerald Ford a pu se donner une stature présidentielle utilisable comme argument électoral. This evening, I am proud to stand before this great convention as the first incumbent president since Dwight D. Eisenhower who can tell the American people America is at peace. Tonight I can tell you straight away, this nation is sound, this nation is secure, this nation is on the march to full economic recovery and a better quality of life for all Americans. John Burton, Democrat, or Brand Fanning, Republican? Brand Fanning is a new candidate. He is the, Cette année, les républicains mettent l'accent de leur campagne sur l'action par téléphone. 700 banques de téléphone ont été ainsi créées dans le pays, à travers lesquelles on essaye de joindre plus de 40 millions d'électeurs. His mayorship is concerned. Nobody's home? I see. Will he be a good This is Virginia Christ, a volunteer interviewer for the Republican Election Survey. May I have a few moments of your time? Okay. Miss Waters, if the election were being held today, would you favor Jerry Ford or Jimmy Carter? Les démocrates de Jimmy Carter, eux, continuent de se fier au traditionnel canvassing, c'est-à-dire la propagande au porte-à-porte pour rallier les hésitants. Hi, how are you? You know, I am. Yes, indeed. You do want to change. Yes, sir. All right. Okay. You know where the laundromat is up there on Fillmore? Aussi bien les démocrates que les républicains auront été gênés cette année par la limitation des dépenses électorales imposée par la loi après le Watergate.
I'm a volunteer telephoner for the Republican National Committee, and we're conducting a poll today to ask you, if the election were held tomorrow, would you favor Ford? Les candidats et leurs états-majors n'auront eu à disposition que moins du tiers des sommes utilisées pour la campagne en 72. They won't hear either. Well, maybe some of theirs will come. Okay. Okay. But anyway, you want to see? We're going to watch the debates. Okay. All right, here, give one to them. Okay, then. Hello, Mrs. Marchini. I'm a Republican volunteer, and I was wondering, we're having... Difficultés financières mises à part, cette année, les électeurs réagissent moins bien, comme si le climat général de scepticisme inclinait plus à la résignation qu'à la remise en cause du système électoral. Je pense que jusqu'à présent, les choses qui influencent les gens plus que tout sont les questions sur l'honnêteté et l'intégrité de celui qui pourrait arriver à la Maison-Blanche, qui leur rendrait un gouvernement crédible en lequel ils puissent avoir confiance. Un gouvernement qui ne va pas essayer de régler totalement leur vie. À côté du désenchantement, il y a un sentiment général de lassitude envers un gouvernement qui essaye de résoudre tous les problèmes et qui devient énorme et impersonnel. Les gens voudraient que le gouvernement leur fiche la paix autant que possible. Fait révélateur de l'instabilité de l'opinion et de son désarroi, à mesure que la campagne s'intensifie, l'issue en paraît plus incertaine, mais la participation n'en sera pas plus forte pour autant. À cet égard, le cas de la Californie est assez représentatif. Qu'indiquent vos sondages en Californie? Quelle est la position de Carter? C'est un État extrêmement fluide, et surtout au cours de ces derniers mois. Aucun des deux candidats n'est vraiment fort ici. Tous deux ont été largement battus lors des élections primaires. Et ni Ford ni Carter ne sont solides ici comme ils le sont dans d'autres régions. Selon nos dernières informations, Carter mène toujours par 5-6 points d'avance. Quel problème compte pour les gens? En ce qui concerne les problèmes importants aux yeux des gens, je crois que dans certains endroits, c'est l'emploi. Le chômage est très aigu. Mais il n'est aigu que dans certains secteurs et pas dans tous les États-Unis. Il y a des régions où le chômage n'est pas un problème sérieux. Dans les endroits où c'est le cas, ce problème dominera tous les autres. Dans d'autres régions, vous aurez le problème de l'intégration scolaire forcée comme à Boston. En ce qui concerne les problèmes pour la côte ouest, vous aurez l'exploitation intensive du charbon et la conservation des ressources. Cela devient un problème clé. Mais il s'agira toujours de problèmes économiques ou d'environnement liés à la vie quotidienne des gens. Quant à la politique étrangère, je crois que c'est un domaine qui ne concerne pas tant les gens. Je ne crois pas, par exemple, qu'ils soient intéressés actuellement par ce qui se passe en Afrique. Je pense que le Moyen-Orient les intéresse uniquement dans l'optique d'un éventuel embargo pétrolier, ce qui est directement lié au prix de l'essence qu'ils mettent dans leur voiture. Aucun débat idéologique, donc. Pour une opinion désorientée par une avalanche de scandales, l'heure est plutôt aujourd'hui au retour aux vieilles valeurs simples et rassurantes. Ce pays a passé par deux événements très importants qui affectent la situation politique encore aujourd'hui, qui affectent l'état d'esprit du pays. Le premier a été le Vietnam. Ce que nous avons appris au Vietnam, c'est que nous ne pouvions pas être les gendarmes du monde entier, que nous ne pouvions protéger notre version de la liberté partout où nous le voulions, que nous n'étions pas tout-puissants, ce que nous avions eu peut-être l'illusion d'être. Puis, avec le Watergate, ce que nous avons découvert, c'est que nous pouvions, avec enthousiasme, élire un escroc.
Un homme très intelligent, vicieux, qui pouvait s'entourer d'hommes qui se fixaient leurs propres règles, mais dont les valeurs étaient très corrompues. Ce que nous avons découvert, c'est qu'en exerçant notre droit de vote, nous pouvions commettre de terribles erreurs et le faire avec enthousiasme, que nous n'étions pas omniscients. Ainsi, après s'être rendu compte que nous n'étions pas tout-puissants, que nous n'étions pas omniscients, je pense que maintenant nous essayons d'être bons, d'être les meilleurs, d'avoir les gens les plus moraux au gouvernement. Alors maintenant, nous voyons quelle église ils fréquentent. Nous nous sommes penchés sur leur vie sexuelle. Et maintenant Carter va jusqu'à nous dire ce qu'il pense à ce sujet. Carter est en train de devenir grandiose dans son humilité. C'est une nouvelle version. Et nous voyons, pas mes amis, pas les gens qui habitent par ici, mais ceux de l'Amérique profonde semblent aimer cela, parce qu'ils veulent quelqu'un qui soit bon. Et les affaires de l'État viennent après cette préoccupation. La page des aventures tumultueuses de ces 15 dernières années semble définitivement tournée. Mais Gerald Ford, rassurant et sans éclat, ou Jimmy Carter, avec ses discours moralisateurs, sauront-ils donner à ce pays une nouvelle impulsion ? Surtout, l'avenir d'une démocratie pourra-t-il se contenter longtemps d'un système électoral qui vise de plus en plus à faire du candidat une bête de relations publiques, un politicien toujours en quête du dernier sondage pour savoir ce qu'il devra dire dans son prochain discours. Dans des acclamations parfois trop facilement gagnées, il y a peut-être la négation du rôle de l'homme d'État, la pire menace pour une démocratie qui se donne volontiers en exemple.